Allô? Allô? Oui, Ah, allô? c'est toi, bonjour, et bienvenue sur Allô, le podcast qui nous fait rapprocher nos téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Et d'ailleurs, on en a derrière nous. Donc, Allô, Bon, c'est une émission présentée par moi-même et Kerima Shelbab depuis maintenant presque 3 ans. On essaie de faire une émission mensuelle et c'est vraiment pour mettre à l'honneur des auteurs, enfin des autrices peu connues, hein, parce qu'on s'adresse vraiment aux femmes, des autrices peu connues, et puis pour vous redonner envie de lire et partager l'amour des mots et de la littérature. exactement. Alors, Avec plaisir. aujourd'hui, je vais faire un petit rappel après avoir lu le livre de Maudine. Ça m'a rappelé un courant littéraire, je ne sais pas si vous allez me dire si vous connaissez, qui est celui du réalisme. Alors, est-ce que tu sais un peu, Anna, ce que c'est? Le réalisme en littérature française, hein, bien sûr. On reste dans... Ah, ben moi, je vais parler d'un russe après, mais oui. Hmm, Tu devines ok. qui? Ah, peut-être pas. Euh, Comment il s'appelle lui déjà? Oh, ben celui qui fait déprimer les gens par ses livres. Karamazov? Non, Non. Dostoïevski. Oui, donc il a écrit les frères Karamazov. Ouais. À chaque fois, je confonds les frères Dostoïevski. Non, c'est les frères Karamazov, écrits par Dostoïevski. Voilà. Ben, moi, je vais te parler aussi du réalisme, mais Ouais. français. Donc, pour resituer un petit peu, c'est un mouvement qui est apparu au 19e siècle en France, donc vers 1800, etc. Et il arrive à un moment où le romantisme, donc on va dire pas mal de termes, mais j'ai expliqué, il commence à s'essouffler. Donc le romantisme, ça, voilà, comme son nom l'indique, c'est un peu cette trend, d'ailleurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu sais, un peu le truc en mode romantise ta life, tu vois. En mode, quand tu Ah, bois un chocolat chaud, tu dois mettre une bougie, tu dois mettre un petit fond sonore et être en mode cosy, tu vois. Il faut absolument faire ça mm, pour l'intégralité de la vie qu'on partage. Bon, c'est mignon, mais c'est pas vraiment réaliste, quoi. On sait tous très bien mm. qu'on a mis 1 heure à mettre la bougie, on a mis 1 heure à mettre le chauffage, le petit plaid qui va bien pour la vidéo. C'est pour ça que je suis en retard aussi, hein, parce que je montais mes trucs derrière, tu vois. Donc on est tous pris dans ce romantisme, Ah, quelque c'est vrai. part. Mais c'est vrai, tu vois. C'est le fait de rendre ta vie romantique, et enfin, c'est pas vraiment romantique, mais qui fait partie d'un décor, un petit, tu vois, qui s'ancrerait dans une sorte de fil narratif Mm. très cosy, très. C'est mignon, hein, mais je connais des sœurs que je suis, elles font que ça. Je me dis, mais elles doivent prendre tellement de temps à faire leur story. Bah après, voilà, c'est leur contenu, hein. Mais en littérature, c'est pas que ça, bien sûr. Le romantisme en littérature, c'est vraiment le fait de dramatiser un petit peu tout, d'utiliser beaucoup le registre des sentiments, tu sais, de la complainte, du lyrisme. C'est vraiment ça le romantisme. Et de limite glorifier et glamouriser la souffrance. Être vraiment dans ce truc de, tu sais, la mélancolie poussée à l'extrême. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, le réalisme, il vient un moment où il en a marre de ces niaiseries, là, ces foutaises à 2 balles en mode on n'arrête pas de pleurer sur notre canapé, non. Il vient dire qu'il faut arrêter avec tout ça, faut se reprendre en main. Je caricature, c'est pas vraiment ça, hein. Mais on en a un petit peu marre de tout ce sentimentalisme dégoulinant et on va voir la vraie vie et le vrai quotidien des gens, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de réalisme. Les réalistes, eux, ils veulent vraiment voir la vie comme elle est, sans chichi, sans filtre, ni rien. Et pourquoi ça arrive à ce moment? Parce qu'on est dans une ère pardon, où arrive l'industrialisation, où arrive l'urbanisation, où arrive la montée de la bourgeoisie et beaucoup de bouleversements sociaux. Donc les artistes, ils voient bien que le monde, il est en train de changer. Ils voient bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un tournant qui arrive, comme tu parlais tout à l'heure d'un tournant. Et ils se rendent bien compte que le monde, il n'est pas aussi filtré, il n'est pas aussi idéaliste qu'on a voulu le croire, malheureusement. Des fois, on retombe de plusieurs étages quand on se rend compte que notre utopie intérieure, elle n'est pas à la hauteur du monde. C'est un peu ça la chute du réalisme. C'est qu'ils se rendent compte que non, en fait, le monde, il est noir, malheureusement. Et il n'est pas fait qu'à base de sentimentalisme et de coups de foudre malheureusement. Et c'est le premier qui a fait un roman réaliste. Est-ce que tu sais, là, je te parle de littérature française, un roman très connu, Euh, ro- euh, qui fait quoi? qui s'ancre vraiment dans le courant du réalisme. Je sais pas. C'est Stendhal. Ah, bah le rouge et le noir alors. Ouais, avec le rouge et Ouais, le noir, ok. il vient poser un peu Ah. les premiers fondements. Et surtout, il met en scène un jeune homme qui est ambitieux, mais qui finalement, il va être écrasé, il va pas réussir. Et en fait, tu vois, ça détonne avec ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des histoires avec des personnes qui vont, même si elles vont être tristes, elles vont réussir. Et là, vraiment, le réalisme, c'est non, la société, elle est morose, et il faut le montrer, en fait. Enfin, Ça me fait penser à un film que j'ai vu, je fais une toute petite parenthèse, un film sur Netflix qui s'appelle Un homme chanceux.
Et ce film, bon, c'est un petit film danois, hein, tu vois, c'est pas. Et en fait, ce film, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré énormément et je me suis demandé pourquoi j'avais pleuré. Donc, je l'ai revu une deuxième fois et j'ai pleuré énormément. Et en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut une ascension sociale fulgurante à un moment donné, qui veut monter en capital, etc. Mais au final, il s'auto-sabote et puis il va finir seul dans la campagne, mourant. Et c'est un peu ça ce que tu décris, le pic de gloire, puis la chute dans la misère en fait. Et tout cet orgueil un petit peu parfois, en tout cas chez ce personnage, Ouais. cet orgueil de voilà de penser qu'en fait c'est ça la vraie vie et la belle vie. Mhm. Mm. C'est ça. Ça Mais fait c'est penser à ça. ça, ouais, c'est un bon parallèle. Parce que même dans Stendhal, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'oublie toujours son nom, rock quelque chose. Il est Ouais. très. Toi, c'est qui ou pas? Ouais, mais je me rappelle pas du nom. Ouais. Mais il est Mm. très ambitieux, il est très orgueilleux. Et en fait, le roman vient le casser. Et parce qu'en fait, des histoires comme ça, il y en a tout le temps dans la vie. Les success stories sur Instagram, il doit en avoir combien par personne dans le monde? Tu vois? Mm. C'est ça la vraie vie. La plupart du temps, c'est triste, mais on essaye et on se casse la bobine plusieurs fois avant de réussir. Et des fois, on Mm. réussit. Donc c'est un peu ça le but du réalisme. Et d'ailleurs, il y a une belle phrase de Stendhal que j'ai apprise, enfin là j'ai vieilli, je me rends compte, wow, ça fait 15 ans, que j'ai appris en français, c'était Stendhal, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut promener un miroir le long d'un chemin. Je sais pas si tu vois un peu, il dit le roman, il doit être comme un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Pour montrer C'est qu'en fait, beau. ouais, il faut montrer c'est quoi la réalité. Il faut arrêter de la glorifier. Même si on sait très bien que déjà de base, déjà, le simple fait de filmer, c'est déjà pas objectif. Parce qu'on va prendre un certain biais, ou tu vois. Mais on va dire, on va essayer d'être dans le plus d'objectivité possible. Alhamdoulilah, voilà. Et ensuite, je voulais juste un peu parler des grands écrivains réalistes français, à part Stendhal. Il y avait Balzac, évidemment, qu'on s'est peut-être tous tapé aussi au lycée, avec ses descriptions à rallonge, mais ça, c'était tellement dur. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, moi Zola, Balzac et tout, j'ai pas trop C'est lu. ouais, c'est lourd, quoi. Justement, c'est trop descriptif, trop précis, trop réaliste pour moi. Ouais, c'est des petites histoires, hein, mais c'est vrai que c'est tout. Genre, je me rappelle, je sais plus c'est dans quel livre. L'auteur, je crois, c'est Balzac, il avait décrit, oh là, je te mens pas, pendant au moins 10 pages, tu vois un lierre, le lierre qui était sur une maison. Et il décrivait, j'étais en mode, mais quand est-ce qu'on va passer? C'est trop, c'est trop. Ouais. Ah non, non. Mais Mais tu c'est sais le but. il paraît qu'ils faisaient ça, ces auteurs-là, parce qu'ils publiaient dans des journaux à l'époque et ils publiaient par petits épisodes en fait. Et donc ils faisaient exprès de faire durer l'histoire. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais de faire durer l'histoire avec des longues descriptions, bah, pour être payés plus longtemps à raconter leur histoire en fait. Ah, ok. Ah ouais, c'est Mm. possible. Ah non, Mm. non. Tu vois, encore une fois, on est dans le Donc c'est réalisme. peut-être une raison économique, hein, au final. Ouais, Au c'est final. tellement Mm. si morose. Ah là là. Donc voilà, donc il y avait Balzac aussi, il y a aussi Flaubert avec Madame Bovary. Donc Flaubert, Madame Bovary, je pense qu'on l'a tous lu aussi. C'est une œuvre dans laquelle il montre la réalité dans sa plus crue nudité et surtout pourquoi elle dérange. Parce qu'on voit que c'est une femme bourgeoise, tout ce qu'il y a de plus commun, et qui finalement, elle est très humaine elle aussi, parce que bah voilà, elle va avoir des envies qui sont pas catholiques, elle va voilà rêver d'autres choses, d'une autre vie. Et à l'époque, c'est pas très bien vu. Subhanallah. Donc voilà, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce qu'il faut toujours rappeler pourquoi on parle de tout ça. Bien sûr. Oui. Parce que je trouve que le livre de Maudine, il s'inscrit beaucoup, je sais pas si tu le savais, bah, elle va nous le dire, il s'inscrit beaucoup dans cette forme de réalisme brut. C'est-à-dire qu'elle dépeint vraiment les quartiers dans lesquels elle a vécu, donc en majorité les quartiers nord. Et moi je me suis dit, parce que tu sais, on voit beaucoup de. J'ai l'impression qu'en France, je sais pas, hein, mais dans les livres, dans les films, surtout dans les films, la cinématographie, c'est soit, surtout quand il s'agit de personnes racisées, c'est soit tu vas vraiment être en mode les extrémistes, attention, etc. Ou soit ça va être vraiment tout l'inverse, genre tu vois, les Arabes 2.0, francisés, occidentalisés. Et là, je trouve que ce qui était bien, c'est qu'elle n'a pas pris de parti pris, même si elle dit qu'elle aime là où elle a vécu, mais vraiment, elle dépeint les choses. Elle n'est pas en mode, ah, il se passe rien, c'est ma ville, je la défends, tu vois. Elle a vraiment montré des choses dérangeantes. Et je trouve que ça se rapproche vraiment du courant du réalisme, subhanallah. Ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aimerais bien faire, après l'interview, faire lire à Maudit, je pense qu'elle a déjà lu, le texte de Simone de Beauvoir sur Marseille. Donc, la description de Marseille il y a des années. Et voir si elle trouve qu'il y a, comment dire, il y a des points communs, ou alors si pour elle ça a vraiment changé. Voilà. J'aimerais bien faire ce petit exercice. Et puis, je pense que j'en ai assez dit, donc on peut passer à ton propos, Anna. Bah, écoute, merci en tout cas. C'est très intéressant et je pense que ça ancre. En fait, ce qu'on fait en général, c'est que on élargit la vision en parlant de choses très
comment dire, d'un thème plus large dans lequel s'inscrit le roman. C'est toujours lié de toute façon à ce qu'on a lu. Donc moi, très très rapidement, c'est par rapport à Dostoïevski et vraiment le réalisme de la misère chez lui. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est devenu fou à force de rentrer dans ses œuvres et de vraiment ne lire que ça. Il a perdu pédale en fait parce que, enfin, devenu fou, plutôt gros dépressif. Parce que justement, c'est tellement réaliste, tu rentres tellement dans la tête des personnages et dans leurs émotions, dans toutes les pensées qu'ils ont, que c'est très perturbant en fait. Hein. C'est vraiment une entrée dans le monde. Et donc dans ce réalisme de la misère, donc il décrit la pauvreté matérielle et c'est un petit peu ce que fait Maudine aussi en nous parlant de sa vie et de toutes les difficultés matérielles qu'elle a eues. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Donc la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté intérieure. Et parce que les deux sont liés au fond, les deux sont liés. Et donc par exemple dans ces romans, on voit des logements insalubres, des rues sales et bruyantes. C'est vraiment ce qu'on trouve dans le livre de Maudine. C'est pour ça que je trouvais ça incroyable. Des gens qui n'ont pas assez d'argent à manger pour manger. Toute cette vie dure en fait, mais aussi la misère morale et psychologique. Tous ces ressentiments, la honte, la solitude, l'angoisse, la dépression, etc. Et donc voilà, c'était juste, je veux pas trop en dire non plus parce que j'aimerais beaucoup faire monter Maudine et qu'on puisse découvrir son œuvre à travers elle. Mais c'est vrai que là, tu parlais du miroir avec Stendhal, et c'est vrai que Dostoïevski, c'est aussi ce qu'il a fait, c'est avoir ce miroir en fait face au personnage, et même le personnage face à lui-même se regarde en fait. Et Oui. ouais, c'est ça qui est très beau. Il y a quelque chose d'abyssal de se regarder, c'est vraiment se voir dans sa plus pure nudité, mais dans tous les sens du terme. C'est ça qui est assez troublant dans le réalisme, c'est qu'on met pas de filtre, on n'essaie pas de... Tu vois, Exactement. Donc, est-ce que tu veux présenter un peu Maudine ou alors on la laisse le faire elle-même? Moi, je pense qu'on va la laisser se présenter justement. Là, je l'ai invitée à nous rejoindre. Elle est là. Voilà. Et voilà. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Oui, et toi, tu nous entends bien? Je vous entends très bien et je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est très réciproque. Nous aussi, on est contents. Ah bah super. Ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu es prête à passer aux questions? T'es pas trop stressée? La fille qui en rajoute. Alors, c'est mon premier live, donc forcément, je vous l'ai dit à l'avance. Mais en plus, avec l'introduction que vous avez faite juste avant, c'était... je m'y attendais pas, parce que c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur tous ces écrivains, en plus, qui sont d'une renommée. Et j'ai bien aimé le lien que vous avez fait avec ce que j'ai écrit. Subhanallah, j'ai pas de mots. Ça me pousse vraiment à lire leurs œuvres, parce que Dostoïevski, j'ai enregistré un de ses livres en PDF parce que je ne connaissais pas, et bon, je l'ai commencé, et ouais, ça m'intrigue tout ça. J'ai vraiment envie de connaître ces courants littéraires. Ouais. On peut commencer, Anna, si tu veux commencer. Peut-être. Est-ce que tu veux te présenter en quelques phrases, Maudine, pour les personnes qui nous écoutent? Oui, alors bon, moi c'est Maudine, hein, c'est mon petit nom d'autrice. Que vous dire? J'écris depuis un peu plus d'1 an. Je suis maman de 5 enfants et puis j'habite en Algérie, voilà, pour une présentation brève. Ah, donc tu es retournée en Algérie. Eh oui. Ah, ok. J'allais te poser la question justement. Bon, après Marseille, c'est quoi? D'accord, ok. Ouais. J'ai fait un petit passage par le Périgord, la Dordogne, et puis finalement, le destin a fait que nous sommes retournés en Algérie. Ah bah oui, puisque c'est de là que tu pars hein, au début de ton roman. Tout à fait. Voilà. Tout part et j'y retourne et j'écris ce livre que je n'aurais peut-être jamais écrit si j'étais restée à Marseille. C'est fou, hein, c'est... Ah ouais. Donc tu l'as écrit quand tu étais en Algérie, celui-là? Ah oui. Ah ok. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est plus facile quand on n'est pas dans un lieu d'écrire sur ce lieu. Ah, complètement. Et c'est la réflexion que je me suis faite et je me la fais tout le temps. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre en étant encore à Marseille. Ça ne me serait même pas venu à l'esprit, vraiment. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé
coup, à l'écrire, c'est que tu avais envie de faire un témoignage. Enfin, on sait que c'est un témoignage, c'est écrit de toute façon, mais est-ce que c'était comme une sorte de. Un peu de mélancolie, tu vois, qui t'a poussé à écrire pour pas oublier la en fait, c'est pas l'intention première. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un peu de tout ça en fait, parce que cette ville, je la connaissais pas du tout, puisque moi j'ai grandi en Normandie, en région parisienne, et j'y suis allée bon, à contre-cœur, parce que c'était pas mon choix d'atterrir à Marseille. Ouais. Et puis finalement, ça a été un coup de cœur parce qu'il y avait une partie de l'Algérie qui était à Marseille. Ouais. C'est la porte vers la Méditerranée, hein. Je dis l'Algérie parce que j'y ai vécu, mais c'est aussi la porte vers toute la Méditerranée. Et je m'y suis sentie bien. J'avais vraiment une appréhension après être partie de la France plusieurs années. Je me suis dit, mince, je vais retourner en France, comment ça va se passer? Et j'ai eu un accueil tellement chaleureux des Marseillais que ça, tout de suite, ça m'a beaucoup touchée. Et puis ensuite, bah, il y a eu toutes les difficultés aussi des Marseillais. Ouais. Et le fait d'en être partie, je me suis dit, waouh, j'ai eu la chance d'en être partie, mais tous les autres, tous ceux qui sont restés, personne s'occupe d'eux, personne, on les méprise. Les médias en parlent. Alors oui, c'est vrai que Marseille, il y a beaucoup de touristes de plus en plus. Mhm. C'est une ville qui plaît beaucoup, mais sous deux aspects. Il y a ce côté, le soleil, la mer, et puis il y a aussi l'autre côté qui est très hardcore, je dirais, entre guillemets. Et j'avais envie d'écrire par mélancolie, mais aussi pour parler au nom de tous les Marseillais qui vivent d'une manière difficile. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que tu dis au début, Anna, je sais pas si tu as remarqué. Et j'ai bien aimé le fait de. Quand tu dis ce livre, je le dédie aux Marseillaises et Marseillais. Et Mm. quand tu dis, croyez en vrai, raconter vos expériences, car elles peuvent être un soutien pour les autres et un tremplin dans leurs projets. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir dédicacé ça. Pour les Marseillais, tu vois, d'habitude, on dédicace à nos parents, à un tel. Mais ça touchant, en fait. Enfin, là, on sent un attachement à la ville. Ouais, c'est Et, vrai, c'est vrai. avant ce livre, bon là, on voit que tu as voulu, peut-être c'est une forme d'aide aussi, voilà, une aide invisible parce que je suppose que tous les Marseillais ne connaissent pas ton livre, mais c'est une forme d'aide à distance pour redorer un petit peu le blason et aussi peut-être sensibiliser aux problèmes dans cette ville. Mais avant cette écriture, est-ce que toi, tu avais déjà pensé à écrire même un autre livre? Est-ce que ou c'est juste parce que c'est le but que tu as trouvé, je veux dire le moyen que tu as trouvé le plus facile pour ce but-là? Alors, je n'ai jamais pensé un jour écrire un livre. Alors, c'est vrai qu'au collège, j'aimais pas trop tout ce qui était lecture, mais alors les rédactions, j'aimais ça. C'était quelque chose, j'aimais beaucoup raconter. Et c'est vrai que ce livre, il m'est venu, je sais pas, j'avais envie de parler en fait. Le fait que je sois partie de Marseille, j'avais toujours besoin d'en parler, même si j'avais vécu des épreuves. Je sais pas, il y avait quelque chose. Souvent, on dit que quand on découvre Marseille, c'est soit on la déteste, soit on l'aime d'amour fou. Enfin, c'est des Mhm. sentiments. Cette ville, elle a quelque chose. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Et c'est vrai que au fur et à mesure que je voyais, par exemple, des sœurs de la communauté écrire leurs livres, que ce soit des histoires inventées, des biographies, des témoignages, je me suis dit mais pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas? Après tout, on peut parler, on peut écrire, enfin, même l'art, il y a plusieurs façons de le mettre en pratique. Et pour moi, l'écriture, les mots, pour moi, c'était la meilleure arme, entre guillemets, Ouais, pour parler au nom des Marseillais, de cette ville. c'est la plus évidente, ouais, ok. Mm. Mm. Et alors, est-ce que là, tu ressens le besoin de réécrire plus tard sur d'autres sujets? Ou vraiment non, tu te dis, voilà, j'ai fait, en fait, quelque part, je l'ai fait, et c'était peut-être un projet, même si c'est pas un rêve à long terme, mais voilà, j'ai fait ce projet, puis maintenant, ben, c'est pas forcément quelque chose qui te réappelle. Mhm. Ben, écoute, j'ai envie de vous dire que ce livre, en fait, c'est mon premier, c'est comme un, c'est comme un petit bébé. C'est ce qui m'a poussée à écrire. Et alors effectivement, j'ai tout fait un peu toute seule, donc c'est pas une œuvre littéraire, hein. On est vraiment sur du brut, sur du réalisme, sur du témoignage. Mais ça m'a donné ce goût de l'écriture, vraiment.
Et donc là, c'est reparti pour une aventure. Donc peut-être qu'on en reparlera tout au long de l'émission, mais avec le projet El Katibet, Ouais. hein, Karima. Voilà. Ce projet qui m'a fait écrire une nouvelle, alors que j'aurais jamais pensé écrire une nouvelle. Et puis là, il y a un nouveau concours sur un roman pour adolescents. Et Ouais. puis je me suis lancée dedans et c'est encore un nouveau style, c'est encore quelque chose de nouveau, mais il y a ce goût de l'écriture qui est vraiment présent. Du coup, Odile, tu peux faire une petite parenthèse sur El Katibat pour nous le rappeler? Parce que je sais pas si Anna. Je t'ai pas entendu, Karima. Ah, je te disais, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur c'était quoi le concours El Katibat auquel on a participé? Oui, alors un super concours, donc un concours littéraire pour les femmes musulmanes. Ou Ouais. pas, hein, vraiment pour les femmes, pour mettre en avant leur talent d'écriture. Et le premier thème, c'était une nouvelle sur le thème de la sororité. Donc la sororité, cette entraide entre les femmes. On a été beaucoup à participer. Ouais, Et ça a révélé vraiment des écritures ça nous a poussé pour beaucoup à mettre sur papier des sentiments, des histoires et vraiment j'ai trouvé ce concours extraordinaire. D'ailleurs, il y a le recueil, il y a 25 nouvelles qui ont été euh, comment dire retenues, voilà, pour qu'elles puissent pour qu'elle puisse paraître, je vais y arriver, dans un recueil qui va pas tarder à sortir, Inch'Allah. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de sœurs autrices. Donc ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Eh ben oui, eh ben oui. Ah non, mais c'est vraiment, pour moi, ça a été le projet de l'année. Ça a été vraiment génial. Et donc là, bah, c'est reparti pour un roman pour adolescents, pour celles qui veulent encore participer jusqu'au mois de mars. Okay. Voilà. Donc tu préfères toi être pour le moment, tu préfères être dans ce type de concours? Enfin, c'est comme ça que tu vois la suite de ton écriture? Ou voilà. Ben, en fait, j'avais absolument pas prévu et quand j'ai vu le nouveau concours, je me suis dit oh bah non, non. Je venais de paraître mon livre, enfin et puis je me suis dit mais pourquoi pas en fait. Ouais, Et puis je me suis dit ah oui, et puis j'ai trouvé un sujet qui repart dans les années 90 pour vous donner une idée dans ma jeunesse et je suis super inspirée. Voilà, c'est vraiment en vrai, en général, moi je trouve ça bien. Anna, tu me diras ce que t'en penses. Moi, j'aime pas. Tu sais, le Katiba, c'est le premier concours auquel je participais, à part quand j'étais ado. Mais parce que je suis. En fait, ça me stresse le fait d'être. Pourtant, je travaille, j'ai beaucoup de rigueur et tout. Mais le fait d'être sous condition, de devoir rendre un tel moment, ça me stresse. En même temps, je me suis dit, allez, cette fois-ci, je le fais. Et je trouve que c'est ça auquel je voulais en venir, c'est que je trouve les concours, ça donne quand même. Comme c'est dans le temps, et ben, ça te pousse quand même. Tu vois, c'est un petit défi pour toi. Mais j'ai trouvé ça bien. C'est bien pour les personnes peut-être aussi qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire. Ça les pousse vraiment parce qu'on dit, par exemple, fin avril, tu dois le rendre. Donc, ça une impulsion pour les personnes peut-être qui se sont pas lancées, qui n'osent pas. C'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et puis tu te sens accompagné parce que tu sais qu'il y a plein de gens qui font la même chose en même temps. Oui, c'est ça. Ça booste. Tu te sens moins seul tout à peut-être. fait. Et là, pour ton nouveau roman ou nouvelle, est-ce que tu as des habitudes d'écriture? Des moments où tu écris, enfin, comment tu fais ça? Alors en général, je le fais le matin, une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école. Je me mets dans un petit coin calme et puis j'écris. Mais bon, faut être... Enfin, on s'adapte, hein, tu sais ce que c'est, Anna, avec les Ouais. enfants. On est un peu en freestyle, j'ai envie de dire. Donc parfois, je vais me mettre à écrire 4-5 pages en 1 heure. Et puis parfois, ça va être le calme plat pendant plusieurs jours. Je me mets pas trop de pression, mais des fois, j'y suis. On a du mal à m'arrêter. Ouais, D'accord. Donc, c'est plutôt le matin quand même, tu as une routine, mais tu te laisses aussi, comment dire, tu surfes avec ta vie de maman et ta vie de, voilà, quotidienne, on va dire. Voilà, tout à D'accord. fait. Mm. et est-ce que tu peux nous dire plus ou moins, à part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce qu'il y a des choses que tu apprécies dans la vie? Alors moi, j'aime tout ce qui est artistique.
tout ce qui est peinture, broderie, couture. J'aime bien tout ça. Alors bon, j'ai pas forcément le temps, mais je trouve que c'est créatif en fait. Ça te permet d'exprimer des choses, de te détendre aussi, avoir un temps pour soi. Puis après, tout ce qui est en rapport avec la nature, hein, les promenades, la méditation, Ouais, toutes ces choses-là. la magnifique vue dont tu bénéficies, machin, c'est. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. J'ai même pas de mots pour à part dire alhamdoulilah quoi. Tous les jours, alhamdoulilah, la reconnaissance. Tu vois, tu passes d'un endroit assez sombre à un endroit près de la nature où il y a rien autour. C'est merveilleux quoi. Alhamdoulilah, et je le souhaite à tout le monde. Oui. Et justement, est-ce que ça nourrit ton écriture, cette contemplation du quotidien? Ah complètement. Complètement, parce que c'est vrai qu'avant, bon, j'ai toujours été un peu fleur bleue et tout, mais j'avais pas. Si tu veux, par exemple, quand j'étais à Marseille, je photographiais le ciel parce que pour moi, c'était l'évasion, c'était magnifique. Donc, je prenais des photos, des clichés. Mais là, c'est vrai que d'être vraiment au fin fond de la nature, dans la forêt, avec la mer, les arbres, bah, ça me pousse à, par exemple, écrire des poèmes. C'est trop beau. Ça m'inspire beaucoup, vraiment. Et ça, j'aimerais bien aussi, Inch'Allah, dans un futur proche, faire un recueil de poèmes et puis essayer d'illustrer, par exemple, avec l'aquarelle, avec des. J'aimerais bien faire ça aussi. Avoir un projet plus complet, ouais, c'est trop bien ça. Quand tu mêles Inch'Allah. les. Et c'est ce que tu as fait, toi, un peu, Anna, avec tes peintures et ton écriture. T'avais mêlé un peu dans le livre, non? Non, non, pas dans le livre. Il me Non, non. semblait. Non, mais il y a une autrice qui a fait ça. Bah, je crois qu'on l'a pas interviewée. Mais non, non, ça, je l'ai pas fait. Ok. Non. Mais quand tu présentes, je veux dire, en fait, parce que j'ai l'habitude de te voir en photo et en dédicace, quand tu présentes tout de façon générale, en fait. Ah oui, oui. Par contre, les tableaux, j'associe des poèmes aux tableaux. Oui, Donc, voilà. oui, c'est vrai. Je vais Bah, imprimer c'est des super. poèmes qui, je trouve, vont avec le tableau. Donc, ouais, oui, je le fais à l'envers peut-être. Je fais de l'autre côté, en fait. C'est le texte qui va venir sur le dessin et non pas l'illustration qui vient illustrer, on va dire, le texte. Ok. Ouais. Et bah, je sais pas si c'est comment dire. Ce qui m'a plu. Alors, je suis pas dans l'avis parce qu'en général, en fin d'émission, on donne notre avis, mais tu vois là, ce qui me plaît, c'est que on va dire, t'es sorti un petit peu de la pénombre de certains quartiers avec des logements insalubres et sombres, et que là, tu te retrouves dans une forme de paisibilité, de lumière, et en fait, tu ne dénigres pas ton passé, tu ne dénigres pas toutes les. En fait, tu ne fais pas de Marseille un bouc émissaire en fait et un sac de malheur. Et au contraire, il y a une forme de gratitude en fait à faire ça, je trouve. Mm. Ouais, bah, je pense qu'en fait, pour parler des choses, faut qu'on les vive vraiment dans sa chair. Faut vraiment que, parce que bon, Marseille, elle est souvent dépeinte au travers des médias, au travers de souvent des avis qui sont extérieurs. Et il faut vivre les choses pour ensuite en parler. Vraiment, moi, c'est mon avis. Et, Mhm. euh, et aussi, on se dit, bah, on se rapproche toujours de notre religion, de notre gratitude. C'est-à-dire que parfois, on passe par des épreuves qui sont assez sombres. Mais on se dit toujours qu'à côté de l'épreuve, à côté de la difficulté, on a cette facilité qui arrive tôt ou tard. Mhm. Et ouais, et puis j'ai beaucoup d'espoir aussi pour Marseille. Enfin, je sais pas, je veux pas être pessimiste. C'est vrai que la vie, elle est difficile, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement à Marseille. Bon, je veux pas remuer toute cette actualité glauque, Ouais. mais on garde espoir. Vraiment, j'essaie toujours de mettre en avant toutes ces personnes qui sont encore là-bas et puis qui se battent. J'ai, j'ai envie de leur envoyer du soutien et que tout le monde le fasse aussi. Ce serait bien. On est tous concernés, hein, parce qu'il n'y a pas que Marseille qui vit des épreuves comme celle-ci. C'est un peu malheureusement un peu partout en France et dans le monde. Hein. Ouais. Est-ce que tu. Moi, j'avais une question qui m'est venue. Est-ce que les personnes avec qui tu étais enfin, proche là-bas, est-ce que tu leur as parlé du livre ou pas? Ça pourrait être bien. Ben, le truc, c'est que j'avais pas trop le temps d'avoir des amitiés Ah ouais. là-bas. Enfin, c'était un peu compliqué. J'avais quelques copines. J'ai toujours contact avec elles, mais je dois te dire que j'ai un peu de pudeur par rapport à tout ça. Et Ouais. j'en parle pas trop.
mis à part sur Instagram, ma famille proche. Mais ouais, j'ai du mal à. Je sais pas. Il y a beaucoup de pudeur par rapport à ça. Mhm. Mm. Ça pourrait être un bel hommage quand même, tu vois, pour elles qui sont restées. Bon, elles sont pas restées en enfer. On parle comme si à 2000. Bel hommage de. Après, c'est toi qui vois, mais je trouvais que ça pouvait être bien. C'est pas grave. Mais Ouais, non. non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, vraiment, j'ai pas beaucoup. Mes amis les plus proches sont pas sur Marseille, en fait. Parce que Marseille, j'ai l'impression d'y être passée. Ça a été comme un tremplin, enfin, comme une période de ma vie. Mhm. Et j'ai pas énormément d'attaches, si tu veux, Ouais, amicales ou familiales. ok. Et Ouais. alors, je suis curieuse du texte dont tu parlais, Kerima, Oui. de Simone Veil, c'est ça? Non, je me suis trompée 50 fois, c'est Simone de Beauvoir, c'est bien la philosophe. Ah, non, Et bah, c'est écrivaine. moi peut-être qui me trompe. D'accord. Et donc, en fait, quel est le lien exactement entre ce texte et le livre de Modine? Alors, Maudine, tu l'as lu, toi? Oui, je l'ai lu. Malheureusement, je peux pas le lire là parce que je l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai lu. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Bah, en fait, moi, si tu veux, je donne des cours particuliers de français à une de mes petites élèves. J'aime beaucoup. Et elle travaillait sur le en fait, de l'année dernière. Et ça portait justement sur le texte de Beauvoir, qui était Marseille. Et ça peut être intéressant, en littérature, pas souvent, mais ça peut être un peu le fait de comparer, tu vois, un point de vue que tu as pu avoir il y a des années, maintenant Simone de Beauvoir, ça date un peu, et un point de vue actuel sur l'état des choses, tu vois. Et c'est comme un peu sur Instagram, des fois on voit des comptes qui vont faire, le comparatif entre Paris en 1910 et Paris maintenant, tu vois. Et j'aime bien un peu ce faire de voir qu'est-ce que... Voilà. Juste ça peut être intéressant de faire ça dans quelques émissions. D'accord. Ouais, c'est bien. Est-ce que on passe maintenant? Vous voulez qu'on passe à ça? Du coup, est-ce que c'est toi qui vas le lire? Oui. Parce que moi, j'avoue, je l'ai pas lu. Ah, c'est pas grave. Est-ce que je lis? Est-ce que moi tu lis? Imagine tu lis? Elle peut pas le lire. Ah oui, tu l'as pas, c'est ça? Ouais, elle disait qu'elle pouvait pas le lire là. Et Alors, si tu veux, désolée, vous m'entendez? J'ai eu une petite coupure. oui. T'inquiète. Oui, bah donc du coup, je vais commencer à lire le texte si ça te va, si ça vous va. Mhm. Et puis Oui. ensuite, il y a des travaux à côté, je suis désolée. Et ensuite, tu diras du coup, toi, ce que tu as pu comparer. J'ai envie de dire, c'est à l'image de Marseille, tout ce bruit. Ah ouais, j'avoue, c'est vraiment. On se met dans l'ambiance. Effectivement. Mais c'est pas trop dérangeant? Désolée, hein. Non, Non. du tout. Ah, ça va. Ok. Donc je commence. Donc c'est un texte de Simone de Beauvoir, du coup, qui raconte son arrivée à Marseille. La narratrice Simone a 23 ans. Elle quitte sa ville natale Paris, donc il y a un peu des points communs, et arrive seule à Marseille. Dans toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif. Mais certains se sont rétrospectivement chargés d'un sens si lourd qu'ils émergent de mon passé avec l'éclat des grands événements. Je me rappelle mon arrivée à Marseille comme si elle m'avait marqué dans mon histoire un moment absolument neuf. J'avais laissé ma valise à la consigne et je m'immobilisais en haut des grands escaliers. Marseille, me dit. Sous le ciel bleu, des tuiles ensoleillées, des trous d'ombre, des platanes couleur d'automne, au loin des collines et le bleu de la mer. Une rumeur montait de la ville avec une odeur d'herbe brûlée, et des gens allaient, venaient au creux des rues noires. Marseille. J'étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j'aimais, et je regardais la grande cité inconnue qui allait sans secours tailler au jour le jour ma vie. Jusqu'alors, j'avais dépendu étroitement d'autrui. On m'avait imposé des cadres et des buts. Et puis, un grand bonheur m'avait été donné. Ici, je n'existais pour personne. Quelque part sous un de ces toits, j'aurais à faire 14 heures de cours chaque semaine. Rien d'autre n'était prévu pour moi, pas même le lit où je dormirais. Mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c'était à moi de les inventer. Je me mis à descendre l'escalier, je m'arrêtais à chaque marche, ému par ces maisons, ces arbres, ces eaux, ces rochers, ces trottoirs qui peu à peu allaient se révéler à moi et me révéler à moi-même. Sur l'avenue de la gare, à droite, à gauche, il y avait des restaurants aux terrasses abritées par de hautes verrières. Contre une des vitres, j'aperçus un écriteau. Chambre à louer. Ce n'était pas une chambre selon mon cœur, un lit volumineux, des chaises et une armoire, mais je pensais que la grande table était commode pour travailler et la patronne me proposait un prix de pension qui me convenait. J'allais chercher ma valise et je la déposais au restaurant de l'Amirauté. 2 heures plus tard, j'avais rendu visite à la directrice du lycée. Mon emploi était sans connaître Marseille, déjà j'y habitais. Je partis à sa découverte. J'eus le coup de foudre. Je grimpais sur toutes ces rocailles, je rôdais dans toutes ces ruelles, je respirais le goudron et les oursins du vieux port.
Je me mêlais aux foules de la bière. Je m'assis dans des allées, dans des jardins, sur des cours paisibles où la provinciale odeur des feuilles mortes étouffait celle du vent marin. Alors, j'ai trouvé dans ce texte qu'il y avait beaucoup de points communs avec le texte de Maudine sur plusieurs aspects. Est-ce que, Maudine, tu as reconnu lesquels ou pas? Moi, ça m'a fait penser à ton texte. Je le faisais en même temps avec mon élève et je me suis dit, il y a plusieurs éléments. C'est pas que Marseille, il y a plusieurs éléments quand même qui se rapprochent de ton vécu à toi. Est-ce que tu peux... Ouais, effectivement. Et quand on découvre Marseille, je pense qu'on a tous cette même vision, peu importe l'époque. J'ai l'impression que Marseille, elle est, je sais pas, dans le temps, elle reste toujours pareille. Bon, par exemple, quand elle descend les escaliers au niveau de la gare, enfin cette vue, les montagnes au loin, puis la mer, les trottoirs, le monde, le vieux port, les oursins, c'est des choses qui n'ont pas changé avec le temps. Subhanallah, qui reste intemporel. Voilà, tout à fait, c'est le mot qui convient. Et au niveau des thèmes qu'elle a, tu vois, quand elle dit, on dit quoi déjà? Par rapport à sa chambre, la chambre donc, dans laquelle elle va habiter, ce n'est pas une chambre selon mon cœur, tu vois, pour dire un peu, j'ai trouvé qu'il y avait un peu Ouais. de, tu vois, ce que tu décrivais, bon, c'est pas forcément idéal, mais je me sens déjà bien. Tu vois un peu le truc. C'est Ouais, ça. Bah, puis surtout quand on vient de Paris, enfin, je veux dire, c'est un monde totalement différent, Marseille et Paris. Ça bah a ouais. absolument rien à voir. Enfin, vraiment, non pas pour rabaisser Paris, mais c'est vraiment, on entre dans une autre dimension. Et c'est vrai qu'on a encore toutes ces chambres à louer quand on descend euh, de la gare de Marseille. Toutes Non. ces chambres exiguës. Mais bon, on y vient. Tant pis, c'est pas grave. On va aller se promener sur le vieux port. On va Voilà, admirer. On se concentre plus sur l'extérieur que sur l'intérieur quand on arrive. C'est ça en fait. bah ça va, je suis contente parce que je me suis dit, ça se trouve, elle va pas du tout voir où je veux en venir. J'ai trouvé que dans son texte et dans le tien, il y a vraiment ce truc-là de bon, j'arrive dans une ville magnifique, bon, je vais être dans une petite chambre, c'est un peu truc, mais c'est pas grave parce que je vais aller me balader. Et dans ton texte aussi, il y a vraiment ce truc-là de, mais c'est Tout à pas grave. fait. Tu vois, il y a cet optimisme qui persiste malgré le fait que ce soit difficile. Et je trouve que c'est Hmm. au réalisme en fait, subhanallah. Voilà, bah, je suis contente que tu Cette, aies. cet optimisme, j'aimerais bien rebondir dessus, parce que en général, ce qu'on fait dans l'émission aussi, c'est qu'on choisit un passage du livre à lire. Et je rebondis parce que je vais bien le placer, là, c'est le bon moment. J'ai choisi un passage où, en fait, on voit vraiment en fait, où malgré les difficultés, tu arrives à voir quand même des petites beautés de la vie, des petits plaisirs simples de la vie. Ouais. Donc c'est page 135. Arrivé au printemps, un jardin en permaculture a vu le jour près du centre social. J'étais ravie car j'aimais la nature, les plantations et rêvais d'avoir mon jardin. Il nous fournissait même une petite poubelle à compost que nous allions vider là-bas le dimanche. Chaque semaine, les petits allaient bêcher et planter en plein air. Ce projet était vraiment extra et permettait aux enfants et aux femmes du quartier de se retrouver et récolter légumes et aromates à chaque saison. En plein été, on pouvait cueillir plein de tomates cerises et aubergines aux diverses couleurs. C'était magnifique. Toutes ces couleurs de fruits, ces légumes bien juteux. Je me souviens avoir fait une bonne poêlée colorée. On dégustait aussi les jolies capucines qui décoraient de manière poétique nos assiettes estivales. On vivait entre des tours, mais on pouvait se distraire et goûter aux petits plaisirs de la vie grâce à ces initiatives. Et donc, c'est vraiment montrer tous ces petits trésors qui sont dans Marseille. Et quand je parlais de gratitude tout à l'heure, c'est vraiment changer son regard, même quand on y est, d'être capable d'apprécier le ciel ou les capucines sur les bords du chemin. Ouais, Donc, c'est ça. super. C'est ça. Mm. Et ce jardin, c'était vraiment, c'était magnifique. J'ai trouvé l'initiative extra pour les enfants. Vraiment. Et ça, je tenais à souligner parce qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent au sein des cités. Et elles ont beaucoup de mal, justement. On ne les subventionne pas beaucoup, on les aide pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'elles font énormément de choses pour les habitants et pour les enfants. Oui, et parfois simplement, tu vois, comme tu l'as bien décrit, des plaisirs simples, en fait, juste faire un jardin, ben, des fois, ça peut tellement redonner du baume au cœur à quelqu'un, ça peut tellement, tu vois, juste Complètement, fleur, en fait, le contact avec la terre, subhanallah. Allah, il nous a fait aimer, complètement. c'est nous qui allons de fou, en fait. Tu vois? Alhamdoulilah. Tout à Moi, fait. mon passage, enfin, page, pardon, 61,
Et justement, ça montre un peu, encore une fois, ce double contraste entre, certes, il y a de la misère, il y a des choses qui sont tristes, il y a des choses qu'il faut blâmer, mais il y a toujours cette percée vers l'espoir. Donc, là, tu parlais du fait que, voilà, il y avait beaucoup malheureusement de trafic de drogue, ce qui est vrai à Marseille, c'est connu, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de misère aussi, mais tu parles du cas d'un jeune enfin, ça m'a un peu touchée. Donc tu dis, beaucoup de jeunes font des études, nombreux sont ceux qui s'en sortent et reviennent pour motiver les plus jeunes. J'ai toujours l'image d'un de nos jeunes ayant grandi à Frévalon. Il a perdu son frère assassiné dans des conditions atroces. Au lieu de se venger ou de sombrer dans la dépression, il a fait de cette terrible épreuve une force. Lui et sa maman ont fondé une association d'aide aux victimes et familles endeuillées. Car non, ce n'est pas normal de compter tous ces morts, non, comme diraient certains, qui l'ont bien cherché. La vie est sacrée, on ne doit pas mourir criblé de balles à cause d'un règlement de compte entre bandes rivales. Et ce que j'ai aimé ici, voilà, c'est pas grand-chose, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment encore une fois le fait de nommer la misère, de la voir, de l'embrasser, donc de pas passer à côté, comme ça. C'est pas non plus bien hein, d'être dans un laxisme et de fermer les yeux, mais pour autant de pas rester dessus. Et en psychologie, on appelle ça, Freud, il appelle ça la sublimation. Ça veut dire que de quelque chose d'horrible, d'un événement traumatique, t'en fais quelque chose de grand. Tu vas créer un livre, tu vas écrire un livre, tu vois, tu vas créer une association. Et ça, je trouve ça très beau, et je trouve que chez les êtres humains, il y a beaucoup cette capacité. Tu vois, souvent, on voit ce là beaucoup de personnes qui, quand elles vivent quelque chose de dur, elles vont aller vers cette sublimation. Et c'est magnifique, en fait, parce que ça t'évite de faire, comme tu dis, des drames, en fait. Voilà. C'est beaucoup. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et ce passage, pour moi, j'ai pas cité son nom parce que je savais pas au niveau de l'écriture si je pouvais citer des personnes, mais c'est quelqu'un que j'ai connu et j'ai adhéré à son association et malheureusement, ce jeune, il a perdu un deuxième frère il y a une semaine, il y a 10 jours. Ouais, ouais, c'est terrible. On en parle partout en ce moment et c'est vrai que Oh, je suis ça désolée. m'est non, mais il faut en parler en fait. C'est ça, c'est ça qui, c'est terrible parce que moi ça m'émeut. Hein. J'ai passé une semaine à pleurer quand j'ai appris ça parce que bah, son jeune frère, il n'était pas du tout dans les trafics de drogue. C'était un jeune garçon, un jeune Marseillais qui voulait devenir policier. Et, euh, et malheureusement, bah, Amine, je peux le citer parce qu'on en parle beaucoup de lui, Amine Kessassi. Mhm. Euh, qui est le président de l'association Conscience. Il ne s'est jamais tué, mais il a toujours été pacifique. C'est pas quelqu'un justement dont je parlais. Il a jamais pris les armes, il a jamais voulu se venger, alors que beaucoup le feraient. Et il a choisi le combat, mais par les mots, et malheureusement, on a voulu l'atteindre et c'est son petit frère en fait, il a perdu son grand frère et maintenant il a perdu son petit frère et c'est ça qui est terrible. Vraiment, c'est terrible. J'ai pas de mots à part le soutenir et vraiment soutenir toutes ces personnes qui se battent parce que lui et sa maman, ils ont été touchés dans leur chair, dans leur, c'est terrible. J'ai pas les mots face à ça, mais je continuerai vraiment et ce livre, voilà, Amine, il a sorti un livre à peu près un mois après que j'ai sorti le mien. Ok, Et j'ai voulu en parler tout de suite. Il s'appelle Marseille, essuie tes larmes. ok. Et là, il parle vraiment. Enfin, pour moi, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais c'est vraiment, c'est légitime pour lui d'écrire. C'était lui qui devait écrire depuis longtemps sur l'état des quartiers. Alors lui, Ouais. il parle pas de l'état des quartiers en général, comme moi j'ai pu en parler, des quartiers populaires de manière assez générale. Lui, il parle vraiment du narcotrafic, de tout ce système qui gangrène les quartiers, les jeunes. Et vraiment, je le soutiens, mais de manière inconditionnelle et je soutiendrai tant que je pourrai. Machallah. Voilà, c'est une petite parenthèse et ça tombe bien que tu aies cité justement, Karima, cet extrait parce que c'est un des extraits qui me touche le plus bah, dans ce que j'ai écrit. Voilà. Mais c'est bien parce que justement, c'est même ce jeune, enfin déjà qu'Allah leur fasse miséricorde et fasse mieux. Amine. Amine, Amine. Amine. C'est bien justement parce que c'est ce type de témoignages, mince, tu vois, qui vont rester en fait. On va oublier, enfin, on va pas oublier le narcotrafic, mais tu comprends, on va oublier les noms des personnes, on va oublier les rixes, ce qui va rester, c'est ce qu'on a écrit, c'est ce qu'on a, tu vois. C'est Voilà, tout à fait. Mm. c'est un- Allah, il fait garder dans le temps le haq. Faut pas garder dans le temps les faux témoignages, les médias qui exagèrent. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on oublie. Il Ouais, ouais. Mm. faut continuer.
par la lumière, par des initiatives comme ça. Mais c'est vrai Tout à que fait. je pensais pas du tout en fait que, enfin, je suis désolée. Je savais pas que. Ben non, ne sois pas désolé. Je veux dire, c'est la vie, c'est comme ça. Comme on dit, c'est le qadar, c'est le destin, ça s'est passé comme ça. Mhm. Et puis, bah, on se dit, comme le disent beaucoup de personnes, que bon, Amine, le pauvre, il dit que son frère est mort pour rien. Effectivement, il est mort pour rien. Et mais on espère que son décès soit là pour faire bouger les choses en fait, pour que les gens prennent conscience en fait de la réalité de la vie et sa dureté quoi. C'est Mhm. ouais. En tout cas, Mm. oui. Merci vraiment pour ce témoignage et aussi pour faire revivre ces personnes. C'est un peu comme une petite résurrection en fait dans les mémoires et même pas que dans les mémoires parce que quelqu'un comme moi qui n'était pas au courant, ça met des visages même s'ils restent anonymes, mais ça met quand même des histoires vraies parce que sinon on n'est que dans du conceptuel et Ouais, donc non, là ça ça, humanise, ouais, ouais. oui. Donc bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alhamdulillah. Enfin, même si c'est pas un plaisir de le dire, mais il le faut. Il faut qu'il y ait des voix qui Oui. parlent sur ces sujets-là. On a besoin de parler au nom des personnes qui le peuvent pas, parce que bah, celles qui sont là-bas, pour beaucoup, il y a une marche blanche qui a été organisée. Il y a eu plus de 6000 personnes. Bon, malheureusement, on aurait aimé que ça regroupe tous les supporters de l'OM lorsqu'ils partent au stade Vélodrome, parce que ça aussi, il n'y a pas eu autant de personnes qu'on l'espérait, mais il y a tellement de personnes aussi qui ont peur de parler, qui ont peur de se montrer, Mhm. toujours peur des représailles, toujours peur, c'est triste, quoi. Donc nous, bah, on n'est plus là, moi je suis plus là, et peut-être que si j'avais été encore là-bas à cette période, je me serais tue, enfin, pas avec mes invocations, bien sûr, hein, mais j'aurais été dans l'ombre, j'aurais Ouais, sûrement eu la peur qu'ont aussi tous ces Marseillais à parler et à se lever. Et là, le fait que je sois loin, bah, j'en profite c'est pour ça. le soutenir. On croit il y a un frère même. Tu vois, dans chaque chose, Allah, il fait bien. Subhanallah. Tout à fait, subhanallah. Exactement. Machallah. Si vous voulez, à notre avis, Anna, si tu veux commencer par me donner le tien. Oui, après, c'est vrai que je le donne toujours au fur et à mesure. Ouais. Ce que j'ai trouvé amusant, c'est le chassé-croisé, en fait, Algérie-Marseille. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est le petit frère de ton mari qui était venu en France, alors que vous descendiez en Algérie. Et puis après, c'est vous qui revenez et qui l'hébergez. En fait, il y a Oui, un jeu de chaises musicales, tu sais, tu viens là, attends, on va là, on va là, on va là. Donc Ouais. en fait, c'est pour trouver un peu l'amusant dans ce qui n'est pas marrant au quotidien, évidemment. Mais Mhm. ça montre rien que dans cette famille-là, le chassé-croisé France-Algérie, en fait, et ces liens très forts de cousinade, on va dire. J'allais pas dire de sang parce que voilà, c'est pas la même famille, mais il y a eu tellement des liens forts, positifs ou négatifs, hein, bien sûr, qu'il y a vraiment toujours cette espèce de cordon ombilical entre Marseille et l'Algérie, en fait, avec voilà ce lien qui n'est pas coupé, en fait. Mhm. c'est vrai, Donc, c'est vrai. voilà, j'ai trouvé ça amusant, ce chassé-croisé. Après, je me suis demandé, tiens, mais c'est quoi la meilleure terre, en fait? Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de meilleure terre parce que déjà, c'est une question de destin. De là où on doit apprendre quelque chose, tu vois, comme là, on pourrait se dire, ah oui, mais elle a vécu 10 ans à Marseille, c'était la misère, il y avait des choses pas très faciles, mais ça a été une bonne terre parce que comme une terre agricole, tu vois, tu as poussé d'une certaine façon, en fait, qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Donc c'est vrai que Exactement. tous ces mouvements en fait géographiques, je vis là, ou est-ce que, en plus dans ton parcours, je vois il y a la Normandie, il y a Paris, il y a la Dordogne, donc tu vois il y a pas mal de mouvements, Ouais. mais où est la meilleure terre? Et ça c'est une question que je laisse en suspens évidemment. Et ça, je pense que ça dépend des personnes. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, donc là on est en partie, enfin je te donne mon avis par rapport à ton livre, en fait c'est une forme de journal intime. Comme tu disais, tu as utilisé le mot brut, et c'est un peu ça en fait. Bon, bien sûr, tu avais conscience que ça allait être lu et tout, donc c'est pas non plus un journal intime, hyper intime, mais il y a ce côté-là quand même où on suit le fil de ta vie et des moments forts de ta vie. Donc il est très réaliste, on a même des noms de rues, de quartiers, donc voilà, je pense qu'on peut retrouver facilement les choses. Mhm. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu présentes donc Marseille dans sa crudité, dans sa violence
Et le côté, voilà, la violence, on va résumer comme ça, mais en même temps, le côté découverte du patrimoine historique, alors sans développer non plus, hein, mais artistique, tu cites des artistes, sportifs, culturels, donc voilà, c'est vraiment montrer que, en fait, les choses ne sont pas opposables. Ça peut être une ville avec de la violence ou du trafic, mais en même temps, ce n'est pas que ça. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé. Alors, j'ai une petite phrase que j'ai vraiment aimée, page 131. C'est quand tu dis que la fenêtre PVC et le volet roulant étaient un luxe. Et je reviens sur la gratitude, c'est qu'effectivement, quand on est privé de certaines choses, quand après on a mieux, même si c'est juste une fenêtre en PVC, eh bien, on est heureux. Et c'est pour ça que on peut vivre à Marseille et être aussi heureux, en fait. Je pense que c'est un peu le message, en tout cas moi ce que j'ai perçu dans ton livre, un des messages du livre. Et ce qui est beau aussi, c'est de ne pas diaboliser comme ça tout le temps les jeunes et de voir que ce sont des jeunes. Et là, ça va même. Attends. Je sais pas pourquoi je suis émue. Ce sont des jeunes qui ont un cœur, qui ont des familles, des jeunes qui sont capables de beaucoup de civisme par rapport à leurs voisins, leurs oncles, leurs tantes, leurs familles, leurs amis aussi. Il y a une très forte loyauté. Et je trouve que c'était bien de présenter ça, même si c'est de manière succincte. Tu n'as pas énormément développé, mais ça transparaît par certains propos. Donc j'ai trouvé ça assez beau. Et je vais finir avec une invocation parce qu'effectivement, l'importance de l'environnement, c'est vrai que même un enfant sans problème, à force de voir, d'entendre et d'être embrigadé, peut facilement, on va dire, dériver. Et donc quand la préserve en fait tous les jeunes de cette cité, de toutes les autres cités, et qui permettent vraiment d'élever les cœurs et les âmes de la jeunesse, et pas qu'à Marseille, partout. Ah, tu m'as émue là, vraiment. Oui. C'est trop émouvant. Ouais. Et ouais, subhanallah, c'est vrai que ces enfants, c'est nos enfants en fait, hein. C'est tous nos enfants, hein, peu importe leur, leur rang social, leur cadre familial, ça reste des enfants, donc on peut que s'émouvoir face à eux et face à certains qui prennent un chemin qui n'est pas bon pour eux. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que on les éduque pas. Bon, après, on peut trouver un cadre familial qui n'est pas bon. Ça, malheureusement, c'est triste. Mais parfois, il y a des parents qui se donnent corps et âme pour préserver leurs enfants et l'extérieur, leur arrache, quoi. C'est triste et on peut que prier pour leur guider, pour leur préservation, parce que dans ces jeunes-là, il y en a qui sont bienveillants, qui sont gentils et moi, je l'ai vu, hein, en arrivant à Marseille. Bon, je venais de la région parisienne. C'était différent quand on allait dans certaines cités. Et à Marseille, voilà, quand on faisait partie d'eux, même si on avait notre accent un peu parisien, on n'avait pas l'accent marseillais. Mais ils nous accueillaient à bras ouverts. Ah, tonton, viens, on t'aide. Tu viens d'arriver, bienvenue. Enfin, la chaleur, elle était là. C'est ça. Et ouais, tu as tout dit, quoi, tes invocations. Je peux que dire Amin. Pour moi, c'est un peu la même chose qu'Anna. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un témoignage qui est très vivant, comme j'ai dit, qui est écrit avec beaucoup de réalisme et sans phare. Et en fait, j'avais l'impression d'être vraiment dans le quotidien d'une famille marseillaise des quartiers nord. J'ai l'impression. Tu sais, je te l'ai dit, un mot quand on m'a parlé, Maudine, je t'ai dit, on continue nos discussions par Instagram. En fait. Tu vois, évidemment, c'est un vocabulaire un peu plus soutenu que sur Instagram, mais tu vois, j'ai vraiment senti le côté très accueillant, très accessible, très. Enfin, tu vois, vraiment comme une conversation, en fait, subhanallah. Comme on était vraiment plongé dans ton quotidien. Et encore une fois, j'ai aimé le fait de ne pas s'aveugler complètement sur ce qui ne va pas, mais de ne pas non plus mettre le phare que sur ça. Tu as vraiment une capacité d'être dans le juste milieu et dans l'équilibre dans ce que tu décris, et c'est très bien. Le nef, c'est pas exprès des fois, tu vois. Sans le vouloir, des fois, on peut malheureusement aller trop loin dans ce qu'on va décrire parce que ça peut aussi rebondir sur nos propres blessures. Mais toi, tu es quand même resté très, très dans le juste milieu.
Et j'ai trouvé que c'était bien. Oui, j'avais l'impression de discuter avec une amie tout le long, en fait. Et je lis rarement des romans témoignages et je pense que ça m'a donné envie de commencer à le faire. Je trouve que c'est une bonne façon d'écrire aussi le roman témoignage. C'est autre chose, rien à voir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Merci pour ce roman. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai que ouais, je l'ai écrit vraiment sans chercher un style littéraire ou à paraître. Parce que c'était un peu, ouais, comme disait Anna aussi tout à l'heure, comme une espèce de, pas un journal intime, parce que forcément, j'ai Ouais. pas mal édulcoré. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Mais voilà, quoi, vraiment montrer la vie telle qu'elle est, avec les expressions qui vont avec. Ouais, t'as dit Minot, ça m'a fait trop rigoler. Ah, c'est ça, ouais, les minots, c'est les enfants. Parce que Marseille a aussi tout son vocabulaire, hein. Ah oui. C'est la Provence, c'est Marseille, c'est tout un style de vie. Alhamdulillah. En tout cas, j'étais ravie de présenter ton œuvre, de présenter aussi ce que tu vas produire dans le futur, Inch'Allah. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se procurer, pardon, ton livre. Du coup, on peut l'acheter où, ton livre? Eh bien, bah, pour l'instant, il n'est que sur Amazon parce que le fait que je sois en Algérie, pour vous dire, je ne l'ai toujours pas entre mes mains actuellement. C'est compliqué, mais bah, j'ai pu que le faire, que le publier sur Amazon parce qu'en plus, bah, j'ai tout fait toute seule, donc j'ai pas eu de correcteur, de relecteur, de maison d'édition. La couverture, c'est une de mes photos. J'ai vraiment tout fait toute seule du début jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, il n'y a que Amazon chez qui j'ai pu le publier, mais qui sait, peut-être qu'un jour j'essaierai de le faire éditer, pourquoi pas en Algérie, Oui, le réécrire peut-être, le corriger certaines choses, je sais pas, c'est voilà Inch'Allah, le c'est très début. bien. Et dis-moi, alors du coup, c'est récent, enfin, quand est-ce qu'il a été publié? C'est vrai que je t'ai pas demandé. Le 12 septembre 2025, c'est tout récent, hein, à la Ah rentrée. là là. Donc, on est dans les premières à découvrir ton livre, c'est encore plus. Effectivement. Ouais. Ben, ça me fait plaisir. Alhamdulillah. Ben, en tout cas, barakallahu fikoum, à vous pour cette invitation, pour m'avoir permis bah, d'en parler, de le mettre en lumière. Ça me touche beaucoup et j'étais Avec vraiment ravie plaisir. d'être avec vous durant cette heure, pleine de Avec plaisir. sororité. Avec plaisir. Et dis-moi, est-ce que tu as une actualité? En général, on termine vite fait avec l'actualité. Euh, Ben écoute, ben, là c'est vraiment mon premier livre, hein. Je suis dans mon roman pour ado, là, j'écris. Donc, bah, le concours, il faudra rendre le manuscrit avant mars 2026. Ça va. Donc, ce sera pas encore pour tout de suite. Et puis là, j'ai pas d'actualité. Vraiment, c'est ce livre-là qui est ok. mis en avant actuellement. Tu es en cours d'écriture, en tout cas. Tu es en cours d'écriture. Voilà, tout à fait. Mars 2026, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, super. Et toi, Kerima, quoi de neuf? J'ai pas forcément. Ah si, c'est la sortie de mes ateliers philo, donc ça fait une semaine et Oui. bon, je sais plus, bref, ça fait un petit moment quoi. Ils sont sortis. Donc c'est des petits Félicitations. J'ai vu. ateliers. Ouais, c'est super, Inch'Allah. Trop contente. Le premier s'est bien passé, je suis trop contente. Donc c'est des petits ateliers sur Teams entre femmes de philo dans lesquels on parle d'une problématique précise. Et voilà, on débat, on discute, c'est trop bien. Et puis j'ai toujours ma chaîne YouTube qui est accessible. J'ai les livres, tome 1, tome 2. Et puis voilà, sur Instagram, les actualités, hein, c'est toujours à peu près la même chose. Voilà. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Euh, Actualité, pas vraiment. Pour l'instant, je suis un petit peu en stand-by, mais sinon, je retravaille le programme OSE pour Ah, pouvoir le reproposer, Inch'Allah. ok. Voilà. Donc, OSE, vous pouvez aller sur mon Instagram et vous verrez à quoi ça correspond. J'aime bien aussi le mystère. Je pense qu'il faut savoir se laisser porter par ce que tu ressens en parlant avec quelqu'un, et juste un mot aussi peut te faire ressentir des choses. Et je pense que voilà, ça fait partie du tawakkul aussi de se lancer et de pas avoir toutes les réponses en amont. Mhm. Voilà. Donc mystère et boule de gomme.
Enfin, je l'ai déjà fait le programme, mais pour ceux qui connaissent, Le je l'ai déjà suspense. fait. Mais pour les personnes qui connaissent pas, si vous y allez, bon, vous pouvez me contacter en MP, ce sera moins mystérieux. Mais voilà, c'est un programme sur 3 mois, vraiment de reconnexion à sa créativité, donc par l'écriture, la peinture, mais chacun fait chez soi, hein, parce que c'est un programme en ligne et avec des thèmes différents. Tout ce qui, un petit peu les freins à la créativité, comme le perfectionnisme, la comparaison, etc. Et ça permet de retrouver un peu, j'appelle ça le pouvoir créateur. Le libérer, ouais. C'est bien, moi, je trouve. Voilà. Est-ce que Anna, tu as préparé une petite citation ou pas? Pas du tout. Ah, Donc, bah, citation. j'en ai une devant moi, qui n'est autre que Ah, celle tirée du livre de Modine, qui est on m'avait parlé du soleil, pas des nuits sans sommeil. J'ai trouvé ça super beau. On m'avait parlé du soleil, pas des nuits sans sommeil. C'est un oui. quoi l'équilibre que Modine a su mettre dans son livre entre ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, si vous avez envie de le découvrir, allez-y. Une décennie à Marseille, disponible sur Amazon. Et son compte Instagram, c'est Modine Autrice. De toute façon, on mettra tout ça en story. Et pour cet épisode, Exactement. on se retrouve dès la semaine prochaine, les prochains jours en tout cas, sur YouTube, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, ravi de vous avoir, de t'avoir revu, Kerima. Ravi de t'avoir rencontré, Modine. Et ben, en Plaisir route pour le prochain partagé. épisode, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Ah ouais, Barakallahu fikoum. Salam Salam alaikum. alaikum.